Ah, le vieux va nous tuer. Le vieux va nous tuer. Donc, Jean-Paul Bougala nous a encore sorti une bombe qui fait beaucoup de bruit au sein de la communauté. Sa déclaration, le manioc rendrait bête. Quelqu'un est venu te donner un ingrédient. Lui-même ne mange pas l'ingrédient. Celui-là t'a réduit en esclavage. À aucun moment, tu te demandes comment il est si gentil qu'il me donne quelque chose que lui-même ne mange pas. Rappelle-toi qu'il n'y a que le poison qu'on donne et qu'on ne goûte pas soi-même. Donc, celui-là savait qu'il distribuait le poison. Et j'en fais mon identité culinaire avec un poison. Tu me dis qu'il y a la tchéké. J'ai dit que la tchéké est venue parce qu'on voulait qu'on soit bête. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Ça s'appelle le crétinisme. C'est le mot de l'OMS utilisé. Crétinisme. Ça veut dire grande crétin. Tu tapes manioc, crétinisme, OMS. Tu auras dans Google. Je n'invente rien. Bonjour à tous. Nous allons encore reparler de Jean-Paul Bougala. Nous avions recentré le sujet en expliquant que Rimidaf était un programme. Suite à une conférence qu'il avait fait à Tamiri, après presque un an de silence, pratiquement tous les jours, il publie sur son site et après sur son Facebook. Donc si vous voulez le mieux le connaître et découvrir son contenu, je vous invite à aller sur son Facebook. Vous aurez des extraits de vos analyses. La dernière conférence qui a mis le feu sur les réseaux, c'est cette déclaration sur le manioc. C'est une plante racine, pas que consommée en Afrique, mais aussi consommée dans toute l'Asie. La déclaration était de dire cette plante racine rend des bêtes. Il est souvent critique sur les religions. Ça lui a aussi valu pas mal d'animosité. Et puis, il s'en était pris aussi à Cheikh Anta Diop. Et là, c'était plutôt les kémites, la branche conservatrice du panafricanisme, qui lui avait effectivement reproché de s'en être pris à Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, qui est vraiment une sommité dans la communauté par son travail, qui nous a fait comprendre et connaître sur l'histoire et l'origine de l'Afrique antique, et notamment de sa présence en Égypte. Il a été invité à Atlanta en 1984 pour y faire un certain nombre de discours et recevoir une reconnaissance en tant que docteur honoris causa qui lui avait été remis par le maire d'Atlanta. Ça se passe en 1984. Le sujet ne sera pas de parler de Cheikh Anta Diop, on en parlera peut-être une autre fois, mais là, aujourd'hui, il s'agit surtout de revenir sur ce sujet du manioc. Il est intéressant dans le sens où la posture de Jean-Paul Bougala, toujours effectivement dans la provocation, ou en tout cas dans la remise en question, prouve qu'il y a un besoin de mieux s'informer et de mieux maîtriser effectivement ce qui va dans nos assiettes. Alors le prof, effectivement, n'a pas eu froid aux yeux, il a jeté ce pavé dans la mare, que tout comme la religion, le manioc rendait bête. Il ne nous a pas dit qu'il était noir et qu'il n'aimait pas le manioc, comme Gaston Kallman nous le faisait savoir dans les années 2000, au début de 2003, quand il a sorti son livre sur Max Milo. Finalement, il avait besoin de nous montrer son assimilation et son intégration complète à la société française et son rejet de ses origines africaines. Non, le débat n'est pas là. Le débat est vraiment sur la composante du manioc et des effets secondaires qu'il peut avoir. Alors, il fallait entendre par le manioc rend bête, c'est de savoir quels sont les effets réels sur notre organisme. Est-ce que nous, en tant que population noire, nous inquiétons de savoir ce que nous consommons, ou est-ce que nous cherchons à connaître les bienfaits ou les dangers d'une alimentation plutôt qu'une autre? Le manioc est devenu une plante racine qui est consommée partout en Afrique, mais aussi en Asie. Je me suis toujours demandé qu'est-ce que nous consommions avant que cette plante racine arrive sur le continent. Moi, je ne suis pas forcément convaincu qu'elle n'existait pas sur le continent. Elle était peut-être mise en évidence ou en exergue par les Portugais, elle devait déjà être là. Mais ça fera l'objet d'autres recherches, surtout pour aller assez souvent sur le continent africain. Il existe plein de fruits que nous ne retrouvons pas du tout en Occident et qui sont peut-être souvent pas connus des Occidentaux. Donc, ils existent. Mais tant que eux, effectivement, ne l'ont pas validé ou découvert, il n'est pas forcément mis en avant. Alors, il y a une liste comme importante de fruits et de légumes qui ont été importés d'Amérique du Sud. Par exemple, l'ananas, on a les arachides, on a le cacao, on a les courges, courgettes, potirons et citrouilles, on a la dinde, les haricots, le maïs, le piment, le poivron, la pomme de terre, la tomate,
le topinambour, la vanille, le manioc, la papaye, le fruit de la passion, l'avocat, il y a aussi le café. Enfin voilà, il y a vraiment un nombre important d'aliments qui viennent et qui proviennent d'Amérique du Sud et souvent on ne le sait pas. Alors nous allons parler un peu plus du manioc pour savoir effectivement est-ce que le professeur disait vrai, est-ce que c'est quelque chose qu'il a inventé, est-ce que c'était juste pour faire de l'esbrouf, est-ce que c'était juste pour faire de la provocation. Il existe énormément de documentation sur le manioc qu'on peut retrouver facilement sur internet. Là, je me suis surtout reposé sur une documentation qui date des années 80. Et donc, quand on parle du manioc, on parle vraiment de deux espèces. Une amère qui est extrêmement toxique et l'autre douce, consommable, crue, mais toxique aussi, même si elle a un faible taux de toxines, le cyanure en fait. Alors, ceux qu'on appelle les Amérindiens, donc les Noirs qui vivaient déjà en Amérique du Sud avant l'arrivée des Occidentaux. Enfin, moi, je prétends, en tout cas, je vous expliquerai un autre jour pourquoi, effectivement, je les considère comme aussi des populations mélanisées, donc noires, ces Amérindiens, utilisaient donc la toxine produite par ce manioc amer pour en faire un des plus puissants poisons paralysants. Donc, qu'ils projetaient par la sarbacane, avec ça qu'ils chassaient, le curare, qui est en fait une forme concentrée du cyanure que produit cette plante pour se défendre de tous les parasites et autres qui sont en terre. C'est une racine, donc elle est dans un environnement assez hostile. Et donc pour survivre, elle produit de la toxine. Donc surtout la peau de ce manioc est bien plus toxique encore que ce qu'on mange à l'intérieur, que la chair qui est à l'intérieur. L'on rappelle que c'est une racine, donc dans des sols extrêmement agressifs. La nature, contrairement à nous, et ça c'est quelque chose que je tiens à mentionner, contrairement à ma communauté, à notre communauté, à notre population afro, se défend ou en tout cas s'adapte. Désolé pour cette balle perdue, mais c'est vrai que la nature, elle s'organise pour se protéger de toute agression et s'adapte à son environnement pour sa survie le plus longtemps possible et organise de vraies stratégies de mutation pour ni ne disparaître, ni se dissoudre dans une autre variété plus forte, ne serait-ce que par paresse ou par facilité. C'est un peu ce que j'entends quand j'entends le titre « Je suis noir, je ne mange pas de manioc ». Pour moi, c'est un appel à la dissolution, à la disparition, pour pouvoir s'agripper, ou en tout cas faire symbiose avec une variété qui serait beaucoup plus forte. Ça, c'est effectivement ces éléments de paresse et de facilité que je dénonce. Par exemple, nous sommes dans l'élevage. Les gens ne savent pas que si vous donnez les épluchures des pommes de terre, aux porcs, vous avez tué 20% de vos porcs. Parce que les épluchures de pommes de terre sont toxiques. Les gens croient que la nature est gentille, la nature est belle, la nature... Non, la nature se défend. Elle se défend avec les toxines. Donc on va dire que le manioc, dont son nom scientifique est Manio esculenta, est une racine largement consommée en Afrique et en Amérique du Sud. Originaire du Brésil, il a été importé et cultivé en Indonésie et en Asie du Sud-Est. Il est la principale source de nutrition pour environ 500 millions de personnes. Le manioc est très toxique sans préparation adéquate. La toxine du manioc, la nimarine, est un glucoside cyanogénétique. Bon, on va pas rentrer dans la partie technique parce que vraiment les mots sont compliqués à prononcer. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, il contient énormément de cyanure. Et on dit que pour le préparer le manioc, il doit être pelé. La pelure est impropre à la consommation et râpé et trempé dans l'eau chaude pendant quelques jours, ce qui permet à la nimarase de convertir la toxine. En précisant que le manioc, contrairement à la plupart des variétés ou voire la majorité des tubercules et des racines comestibles, contient du cyanure, mais pas les autres variétés de tubercules. Ce sont seulement les espèces sauvages qui renferment parfois des doses létales de principes toxiques. Il faut donc les traiter correctement avant de les consommer. Que le cyanure libéré se dissout dans l'eau quand la fermentation est provoquée par un trempage prolongé et s'évapore quand le manioc fermenté et séché. Le manioc a vraiment été étudié pour voir effectivement comment on évacue toutes les toxines. Que la réduction des cyanures varie si le produit est mis dans l'eau froide à 25 degrés ou directement dans l'eau bouillante à 100 degrés. Après 30 minutes de cuisson,
Les cyanures ne sont plus, dans le premier cas, que 8% de leur valeur initiale, et dans le second cas, donc je pense que c'est plutôt donc dans l'eau tiède, à environ 30%, selon effectivement les analyses de SR, et ça date de 1986. Le corps aurait donc la capacité d'évacuer les très faibles résidus de cyanure, sauf s'il y a une consommation excessive de ce manioc, comme source unique d'énergie alimentaire et source principale de protéines, et pourrait donc accentuer la sensibilité à la toxine du cyanure. Bon, ça reste super technique, et moi je vous invite vraiment à aller sur Internet, en tout cas pour ceux qui ne veulent pas forcément acheter le Vidal ou acheter d'autres livres de médecine. Les choses sont écrites. Le professeur lui a mentionné l'OMS. Elle s'est reposée sur les analyses qui existent. Cas de toxicité avérée. Il y a plusieurs cas qui ont été décelés. Il y a un premier cas qui est le plus connu, donc qui est l'intoxication aiguë par le cyanure. Je vais vous donner les symptômes parce que vous allez voir, c'est des symptômes que des fois vous retrouvez par ailleurs. Donc, les symptômes apparaissent 4 à 6 heures après un repas composé de manioc cru ou insuffisamment traité, et consistent en des vertiges, des vomissements, des malaises, et entraînent dans certains cas la mort en l'espace d'1 heure ou 2. Mais ça se guérit très bien si l'on prend assez vite une injection en intraveineuse. Apparemment, ça s'appelle du thiosulfate. Je ne suis pas médecin, mais c'est quelque chose qui se guérit, en tout cas qui peut se traiter. Si vous avez bien entendu donc les symptômes, c'est aussi souvent les symptômes qu'on va décrire de gens qui se font empoisonner, ou voilà. Donc c'est souvent une intoxication alimentaire, parce que peut-être que le repas était trop cyanurisés, on va dire, et qu'ils en ont fait une intolérance et qu'ils en sont morts. Donc ne pas tout mettre effectivement sur l'empoisonnement volontaire. Là, c'est carrément de l'empoisonnement, on va dire, mais involontaire, parce que par négligence de préparation. Le second cas, c'est ce qu'ils appellent le goitre endémique. Vous allez avoir le cou qui va se mettre à gonfler, et ça, c'est plus une perturbation de la thyroïde. Apparemment, c'est un problème de fixation de l'iode par la glande thyroïdale. Et vous allez avoir donc un goitre qui surgit. Et c'est en ça qu'on dit qu'il existe un risque de crétinisme endémique. Le crétinisme endémique, donc une pathologie et qui est caractérisée par une grave arriération mentale et des anomalies neurologiques, selon Herman et Hall dans son audition de 1983, c'est ce qu'il révèle. Issu d'études réalisées au Zaïre, donc le Zaïre c'est l'ancien nom du Congo démocratique. Donc il faut dire que ces études remontent, c'est pas des études qui dateraient d'hier que le professeur aurait décelé. Donc des études réalisées au Zaïre, toujours dans les années 80, ont montré que les habitants d'Ubongi, qui consomment de grandes quantités de manioc séché au soleil, mais non fermenté, présentent un rapport d'excrétion thiocyanate iodé faible, allant de 2 à 4, et sont atteints de goitre endémique et de crétinisme. Mais les experts ont remarqué que dans la jungle amazonienne, les habitants, ceux qui habitaient ces régions, qui consommaient jusqu'à 1 kg de manioc frais cuit par jour, et jusqu'à 3 litres de bière de manioc fermenté, n'avaient pas ces symptômes, n'avaient ni le goitre, ni de la neuropathie ataxique. Il semblerait que c'est par la consommation d'énormes quantités de protéines animales et de protéines de poisson dans leur alimentation, donc il leur apportait un apport important d'acides aminés, soufrés et d'iode. Donc comprendre que par exemple que la consommation importante de poissons frais peut enrayer l'intoxication. Donc ça c'est une bonne chose. Plus jeune, mon père me disait souvent mange beaucoup de poissons, ça te rend intelligent. Ça rend intelligent. Est-ce qu'effectivement cet apport de iode finalement contrecarre les effets du manioc, qui font qu'effectivement t'évites de tomber dans le crétinisme. Et ça c'est quelque chose peut-être à exploiter, ou en tout cas à étudier. On va aller plus loin parce qu'on va pas rester sur l'état du manioc. Vous avez compris que l'information est trouvable, et qu'effectivement que Jean Pougala nous avait pas menti, en tout cas qui nous avait dévoilé la chose de manière abrupte, mais c'est quelque chose en tout cas qui existe. Pourquoi Jean-Paul Pougala en a-t-il parlé? Quelle légitimité avait-il de parler des effets du manioc sur
l'intelligence, on va dire, des Africains, ou en tout cas des personnes qui en consomment. Alors, ici, nous parle en tant qu'industriel. L'industriel, comme je vous l'ai dit, c'est une discipline qui s'oblige à énormément de rigueur et de contrôle, de standardisation et de normalisation. Et c'est grâce à l'industrie qu'on a mis en place donc tout un process d'étiquetage, de traçage des produits, donc de numéros de série, des lots, suivis par lot de production et tout, et des normes de vérification sanitaire. Toutes ces contraintes obligatoires sont importantes, surtout qu'on doit nourrir des populations importantes. Le grossissement des villes nécessite qu'on s'organise autrement, et c'est surtout aussi que, en tant qu'industriel, c'est se protéger soi-même pour pas demain se faire attaquer pour intoxication et autres. En Occident, surtout, on attaque très facilement en justice. On est responsable des produits qu'on met en vente. L'industriel a l'obligation de maîtriser parfaitement le produit qu'il met à disposition, et en tout cas des conséquences que cela peut avoir. Alors en Afrique, c'est vrai qu'on promeut plutôt l'artisanat, mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est qu'elle soit au niveau de l'industrie en termes de qualité et en termes de précision. On peut parler de micro-industrie, et ça c'est très bien. Demain, faire des micro-industries, faire des réseaux de micro-industriels, mais tout en gardant la rigueur, l'efficacité et la rentabilité d'une grande industrie. Le discours sur l'industrialisation que j'entends parfois sur les réseaux m'insupporte. M'insupporte pourquoi? Parce que si l'Afrique a dégringolé comme ça dans l'économie, c'est parce qu'elle ne sait rien produire et surtout rien à grande échelle. Elle est obligée de tout importer. Et tout importer de où? De pays industrialisés. Donc ça, c'est paradoxe. Dire qu'il ne faut pas s'industrialiser pour tout importer de pays industrialisés, c'est déjà une hérésie. Pourquoi on est obligé d'importer de pays industrialisés? Parce qu'eux, ils sont en mesure de produire en plus grande quantité sur des plus grosses rentabilités. Et d'ailleurs, si l'on ne veut pas que le continent africain s'industrialise, on dit que l'industrialisation c'est que pour l'Asie ou que c'est que pour l'Occident, c'est qu'il faille dans ces cas-là réduire drastiquement le nombre de la population. On peut pas être sur une population de presque 2 milliards d'habitants et de 3 milliards, on va dire, en 2100, si effectivement on n'est pas capable de les nourrir de manière conséquente. Il faut savoir que en tout cas le continent était presque vide au début du XXe siècle. On parle de 100 millions d'habitants sur l'ensemble des 33 millions de kilomètres carrés du continent africain. Donc c'était un continent pratiquement vide. Et surtout, la plupart de nos pays africains ne devaient pas dépasser les 100 000, voire les 200 000 habitants, en tout cas au début du 20e siècle, je parle. Quand maintenant, ils sont habités par, pour la plupart, tous plus d'une dizaine, voire d'une vingtaine de millions d'habitants, pour effectivement vivre facilement de la terre quand les populations étaient peu nombreuses. Maintenant que nous arrivons dans une ère de ville, l'urbanisme et l'industrialisation sont pour moi deux secteurs auxquels les Africains devront s'atteler de manière pointue. C'est pour ça que je parle beaucoup d'intelligence collective, parce que ça fait partie aussi de l'adaptation des populations. Quand je vous parlais tout à l'heure de nature qui s'adapte par rapport à son environnement, nous, en tant qu'humains, en tant que population, on doit aussi s'adapter à l'environnement et à l'ère de notre temps. Vouloir rester sur des schémas anciens quand l'Afrique était vide, c'est complètement une hérésie. Secondo, on va rentrer dans notre analyse un peu géopolitique et géostratégique, et c'est vrai que très peu de nous faisons le lien entre l'espérance de vie des Africains, savoir pourquoi il est aussi faible. Il y a un vide sanitaire qui est organisé sur le continent africain. Très peu d'hôpitaux. Les hôpitaux sont souvent des mouroirs. D'ailleurs, toutes nos autorités, dès qu'elles ont le moindre bobo, sautent dans l'avion pour partir en Occident, mais se refusent de mettre à niveau les hôpitaux parce qu'effectivement, c'est beaucoup de dépenses. C'est pas rentable. C'est pas un investissement à perte. La médecine, en tout cas la santé, mais quand elle est pensée de manière capitaliste, oui, mais pas quand elle est pensée de manière collectiviste. Mais il y a un élément qui échappe à tout le monde. Nous étions programmés pour disparaître et que les Blancs devaient venir s'installer. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi on est encore là. Tu imagines un continent, il n'y a pas d'hôpitaux. Même nos chefs d'État, on les dit, venez vous soigner en Europe. Pour les amener à ne pas mettre les hôpitaux. Hein? Vous imaginez Castro est malade, il va se soigner aux États-Unis. Fidel Castro. Mais ça n'a pas de sens. Chez nous, le ministre de la Santé, sa femme va aller accoucher aux États-Unis ou bien accoucher. Oui, ça se passe tous les jours. Parce que c'est des gens qui entretiennent que les gens puissent mourir. Pour qu'on vienne occuper notre espace vital.
Pourquoi tu crois qu'aucune ville africaine n'a mis les égouts? Mais parce que les gens vivent au-dessus de les caca, ils respirent le caca tous les jours. C'est pour vivre sans ça? Mais pas du tout. Pourquoi dans les rues africaines, il n'y a pas de vieux? Mais parce que, comme ça, vous n'avez pas augmenté. On dit tous les ans, on est 1 milliard d'habitants. L'Inde est combien? 1,5 milliard. L'Inde, qui est 2,4 millions de kilomètres carrés. Et 1,5 milliard d'habitants. Les Africains, 30 millions de kilomètres carrés, on est 1 milliard d'habitants. Berceau de l'humanité. Donc c'est nous qui avons commencé l'humanité. Et on n'est qu'1 milliard. Les Chinois sont combien? 1,4 milliard. Vous comprenez, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il fallait qu'on puisse céder la place. C'est exactement ce qui s'est passé lors du Covid. Jusqu'à aujourd'hui, l'OMS ne sait pas pourquoi ça n'a pas touché l'Afrique. On ne sait pas. Moi, ma réponse était que ceux qui devaient mourir étaient déjà morts. Oui. Bon, les réactions sur l'intervention donc, de Jean-Paul Pogalla sur le manioc, je les ai trouvées assez intéressantes de voir comment la communauté a réagi par rapport à ces révélations. Il y a eu beaucoup d'insultes, de moqueries qui montrent que on s'intéresse toujours pas assez à la sécurité, en tout cas de notre communauté. On est toujours dans le doute quand l'information vient de quelqu'un de notre communauté. Je pense que si effectivement cette information serait venue de pays étrangers, nous aurions pris les mesures nécessaires, mais il est souvent regrettable de voir que nous ne nous intéressions pas, en tout cas à ce qui peut nous atteindre. Il n'y a pas de réflexion sur notre consommation, il n'y a pas de réflexion sur qui nous nourrit et pourquoi on nous nourrit ainsi. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de dire qu'il ne faut pas consommer le manioc, c'est pas ça la question, mais ce qui serait intéressant, c'est que demain, on puisse mettre des outils de vérification adéquats qui soient disponibles autant pour les industriels que pour l'artisan, l'artisan qui vend son manioc au bord de la route chez nous, et ça se fait de manière courante, que ce soit le chicoin ou autre composition. Il faut savoir qu'en Afrique, vendre au bord de la route des repas faits, c'est quelque chose d'assez courant. Maintenant, en termes de sécurité alimentaire, est-ce que tout est mis en œuvre pour nous garantir que ce qui a été préparé n'est pas effectivement mal préparé, soit par inadvertance ou soit par négligence? Nous avons besoin d'outils de vérification, nous avons besoin de normalisation, sans que ça soit des contraintes qui empêchent cet artisanat, mais qui garantissent en tout cas la santé des citoyens. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en exergue, parce que c'est vrai que moi-même, en ayant produit des poissons sur le continent africain, l'on voit toute la difficulté qu'on a à pouvoir garantir une continuité de goût et de qualité sur la durée quand on travaille de manière complètement artisanale. Et la seconde chose, c'est que l'on remarque souvent que dans nos pays africains, il y a un défaut marquant donc de l'étiquetage. Donc on ne sait pas de ce qui nous est vendu. Donc un non-respect des fois de l'étiquetage. Quand l'étiquetage est mis, c'est un étiquetage qui a été mis standard mais qui n'est pas respecté, d'accord, avec l'impossibilité demain de retrouver un lot si ce lot posait problème. Et puis la très grosse critique, c'est que beaucoup de nos produits sont posés avec des étiquettes avec la posologie là-dessus. Donc la posologie, c'est de dire que voilà, tel produit, si tu le prends, ça te guérit des maux de tête, ça te guérit de plein de choses, mais dont on ne sait pas d'où sont issues les analyses qui ont permis de déterminer les effets réparateurs sur les personnes, avec des doses qui sont souvent pas mises, donc on ne sait pas, on connaît pas les doses. Il faut qu'on apprenne à sortir de tout ce bricolage, et parler du manioc qui embête n'est pas finalement une chose idiote, c'est quelque chose de dire que voilà, est-ce que nous sommes vigilants à ce que nous consommons, est-ce que nous faisons attention à ce que nous consommons, est-ce que nous prenons le soin de vérifier ce qu'on consomme, et comment donc améliorer donc la sécurité alimentaire de nos populations. Le cyanure est un poison qui tue très lentement, c'est un des poisons préférés des livres d'Agatha Christie, pour ceux qui ont lu ces livres policiers. Donc c'est quelque chose qui est donc inodore, qui n'a pas de goût, et qui donc peut tuer de manière lente si elle est consommée de manière inadéquate. J'ai beaucoup parlé pour ce soir, je vous remercie de m'avoir écouté, et on va peut-être poursuivre sur peut-être d'autres sujets, puisque je vois que les sujets sur
M. Pougala intéresse beaucoup dans le sens où il a beaucoup d'activités. Ces actions ont besoin des fois d'être déminées ou en tout cas d'être expliquées, débunkées. Mais on ne parlera pas que de lui. Il y aura d'autres sujets que j'aimerais effectivement vous soumettre, surtout autour de l'industrialisation et de l'intelligence collective, puisque c'est ça qui fera effectivement que demain, en tant que continent, nous allons pouvoir nous relever, sortir du côté individualiste de nos économies et revenir à quelque chose de plus collectiviste, qui est très différent de la solidarité, donc du mode solidaire. La solidarité, ce n'est pas du collectivisme. C'est souvent en plus la solidarité, c'est souvent pour se rassurer en tant que personne individuelle. Mais le collectivisme, c'est vraiment travailler ensemble, c'est vraiment mettre des stratégies ensemble et avoir vraiment une vision de long terme. On en parle plus tard. Merci.